bonjour. Il y a une semaine, nous nous sommes laissés en commentant la position hiérarchiquement élevée du scribe dans la compilation lexicale actuellement connue sous le nom des listes des noms et des professions que vous voyez, qui est certainement un produit de l'école scribale de Kish, dont nous avons des copies d'Abou Salabi, fort probablement l'ancienne Eresh et Debla. Aujourd'hui, je commencerai par quelques annotations pessimistes, bien fondées de la réalité, dont j'espère m'éloigner ensuite en produisant des observations qui peuvent conduire à regarder l'avenir des études de Bleit avec confiance et optimisme. Mais commençons avec le pessimisme. Il y a quelques ans, un grand savant a résumé les voyages d'une autre et comparable liste lexicale mésopotamienne d'Abou Salabi à Ebla dans un texte plein d'expressions décourageantes comme « there is no way », pour nous, de savoir quelque chose, et il nous est unknown, inconnu, comment quelque chose. Et vous les voyez notés en jaune. Il avait raison de nous rappeler que dans ce cas précis de cette liste, nous ne pouvons produire qu'une simplification historique. Les incertitudes et les ambiguïtés du système graphique héblaïte ont été jugées, avec de bonnes raisons, comme empêchant une reconstruction linguistique fiable. Et vous voyez comment Manfred Krebernik a dit tout ça il y a quelques années. Cependant, le problème est compliqué par le fait que, quelquefois, nos analyses comportent encore trop d'imprécisions concernant les textes eux-mêmes. Et un exemple est montré ici. Il y a une discussion de Il y a une discussion de cette graphie à Zamiga avec une bonne quantité de remarques importantes. Le problème, c'est qu'Azamiga n'existe pas. En réalité, c'est Azimiga ou Azamega, et une forme reliée à Azamedou, et à partir des contextes des incantations où elle est attestée. Et probablement, on peut aujourd'hui dire que le syllabogramme for id n'est pas absent du syllabaire héblaïte. On a un syllabogramme pour id, it. Et vous voyez qu'ici, on a analysé Azamedou, Azamega, Azimiga comme des formes de l'accompli. Mais vous voyez que la traduction allemande du texte, en réalité, c'est-à-dire les formes précises dans leur contexte, ont conduit notre grand collègue à proposer que ce n'est pas de l'accompli. Donc il y a une situation encore compliquée parce que nous avons des problèmes. Et le vrai grand problème est pourquoi la lettre 2 est disparue de cette graphie-là. Donc il y a des incertitudes anciennes et des incertitudes modernes. Ce qui reste vrai est que les textes cunéiformes d'Ebla présargonique sont très isolés. Et j'ai résumé ici la situation actuelle des sources textuelles présargoniques des régions qui sont certainement mentionnées dans les textes héblaïtes. Nous le savons à partir de la documentation administrative qui est absolument claire et formidable parce que l'horizon géographique des textes hébla est énorme. On arrive à mentionner Bahreïn dans le golfe d'Ilmoun, on arrive à mentionner l'Égypte et presque certainement l'Anatolie. Donc l'horizon géographique est énorme. Je me suis limité ici à la situation contemporaine aux tablettes d'Ebla sans parler des Sumères et de l'Égypte, qui au contraire sont bien documentés au niveau textuel. Et vous voyez que l'isolation d'Ebla est certainement forte dans sa propre région, en plus
2/3 seulement des textes ont été publiés. Vous voyez que Marie, qui était certainement centrale dans la production des textes à l'époque, très important, et n'est pas documenté comme on aimerait bien de voir. Et Nagar est presque inconnue, Nabada est connue, mais malheureusement, elle est un centre secondaire, et donc la comparaison n'est pas parfaitement homogène. La ville de Hamazi est inconnue. Kish, qui est le grand centre mésopotamien dont la production textuelle était bien connue à Ebla, est très mal documentée. Et Anatolie et dans le Levant, il n'y a rien. Donc la situation est permis d'avoir la deuxième pessimistic slide. En ce qui concerne les ouvrages de référence, troisième point, pour nous, modernes, qui étudions ces domaines, le principal problème est qu'il n'existe pas un catalogue complet, tandis que les éditions scientifiques des textes, dont seulement 2/3 sont disponibles, montrent une qualité inégale et souvent médiocre. Les études secondaires sur la paléographie, la grammaire et l'onomastique sont récentes. Quant au vocabulaire, il n'existe pas encore un outil complet et convaincant. Et on le verra si, dans 2 ou 3 ans, mon glossaire en préparation comblera cette lacune. Et vous voyez à droite, partiel, limité, obsolète, non spécifique, inclut mon travail, absolument vieilli et à jeter à la poubelle. Donc, il faut se battre pour améliorer toute cette série de produits modernes qui peuvent nous aider pour améliorer notre compréhension. Je crois que la partie pessimiste termine ici, parce qu'en assyriologie, lorsque les choses vont mal, il est bon de revenir au texte ancien, en négligeant les textes modernes. Et alors, je reviens à cette situation que j'avais commencé la dernière fois à discuter. Il y a les colophons des 6 listes lexicales sumériennes des traditions mésopotamiennes qui sont importants. Les textes ont été trouvés à Ebla et ils contiennent à la fin des références aux scribes. Maintenant, je commence à discuter les scribes d'Ebla, c'est-à-dire les gens qui ont fait les tablettes que nous lisons et nous essayons de comprendre. Il y a 3 noms de personnes et 3 noms de métiers. Le colophon est celui-là. Asi, Ipturishar et Mdamdaïl sont les noms de personnes et les noms de métiers sont Dubmusar, Dubzuzu et Ummia, des métiers ou des professions. Ce colophon réfère que M. Asi était le Dubmusar, M. Ipturishar était le Dubzuzu, Abba, et M. Damdaïl était l'Ummia de M. Asi. Il s'agit d'une indication très importante qui peut être traduite. Asi est le copiste, Ipturishar a été l'instructeur ancien, Damdaïl est le maître d'Asi. Les listes lexicales bilingues d'Ebla, la liste, a une petite section de 3 entrées contenant le terme sumérien pour tablette, dub, que vous voyez au début. Suivi des verbes sar, graver, imprimer, et zu, savoir, connaître. Ce terme exprime d'une part la notion de scribe et de copiste, tous deux non traduites en sémitique, et d'autre part la notion d'instructeur, spécialiste, expert. Il y a cette traduction de Dubzuzu avec Ummeyanum, qui à la fois est un emprunt du sumérien Ummia. Il semble certain que Asi et Damdaïl étaient 2 scribes d'Ebla qui ont réalisé les 6 tablettes en question, alors que moins claire est la position de Ipturishar, qui peut-être était un scribe éblaïte qui aurait opéré à un stade chronologique antérieur à celui d'Asi et Damdaïl. Si nous examinons ensuite la fonction de Damdaïl, Dubzuzu, Ummia, Ummeanu, Dubzuzu
on peut le dire, qui agit en tant qu'instructeur d'Asie, nous constatons que l'utilisation de dubzuzu dans les textes de la pratique est assez surprenante. Ce terme dubzuzu apparaît dans des contextes se référant à la fois aux hommes, acrobates, archers, barbiers, charrons, et aux femmes, danseuses, vignerons et tisseuses. Il y a des raisons d'ordre syntactique pour penser qu'à la fois, ces sumérogramme dubzuzu étaient utilisés 1. À la place du nom masculin sémitique équivalent instructeur, 2. À la place de son homologue féminin instructrice, et à la place 3 de différentes formes du verbe instruire. Ainsi, plutôt qu'un logogramme, dubzuzu fonctionne comme un idéogramme, utilisé pour désigner la notion d'instruction. Ici, en bas, vous voyez que la situation des colophons des listes lexicales et des textes religieux des traditions mésopotamiques trouvés à Ebla est un peu plus complexe. Parce qu'à côté de ces colophons dont je viens de parler, il y en a encore deux. Tiraïl n'est pas mentionné, il est un homme, n'est pas mentionné ici, mais Ibturishar et Asi sont mentionnés ici. Donc il y a une petite communauté de gens qui ont laissé leur nom à la fin de ce texte externe qui vient de la Mésopotamie et qui ont fonctionné comme copistes, mais dans une situation certainement chorale. Je veux dire, je veux dire qu'on n'est pas pensé à un auteur seul, mais il faut penser à un petit groupe de savants, de collègues anciens qui discutaient et produisaient les textes, mais les textes étaient accompagnés certainement d'une discussion orale. Pendant précédente, pendant la réalisation des tablettes elles-mêmes et probablement après, en vue de successives productions. La terminologie qui maintenant nous intéresse peut être tabulée en cette manière. Il ne s'agit pas seulement des scribes et des tablettes cunéiformes. En effet, j'y ai ajouté les termes nigmoul, qui désigne certainement un message, une information, une nouvelle que quelqu'un apporte à quelqu'un d'autre à une distance considérable et dont l'importance contextuelle était telle que les scribes des textes de la pratique l'ont noté pour expliquer la motivation de la transaction économique qu'ils étaient en train d'enregistrer. On voit que cet ensemble d'attestations dépasse les 800, au moins dans les textes héblaïtes dont j'ai connaissance. Donc c'était une quantité considérable. Un examen préliminaire de cette documentation assez impressionnante, ainsi que de diverses autres données textuelles complémentaires éparpillées ici ou là dans la documentation, permet de résumer de la manière que vous voyez ici certains aspects de la circulation des personnes et des objets liés à la littératie. Je ne me souviens jamais quelle est la bonne traduction française de littératie. En italien, ça n'existe pas en réalité. Il faut... Parce que l'alphabétisation, c'est anachronistique. Et il en résulte que, déjà à l'époque présargonique, les soins et les soucis de la transmission d'informations considérés comme un véritable patrimoine, soins et soucis que l'on retrouve de manière beaucoup plus explicite dans les documents textuels plus récents, étaient déjà au centre des préoccupations des élites des Blas. Et je montre ici un seau cylindre avec le nom d'un fonctionnaire. Ici, et les seaux cylindres peuvent voyager, ce sont des objets petits qu'on peut mettre dans la poche. Donc, mais pas seulement les seaux cylindres, naturellement, circulaient, ils circulaient des tablettes, c'est sûr ça, et des spécialistes. Et ici, j'ai fait une liste, mais incomplète, de gens qui, d'une manière ou de l'autre, sont liés à la capacité de
de lire, d'écrire et de causer les conditions au contour pour l'écriture et la lecture des tablettes et d'autres objets inscrits. Et donc, un problème futur est de déterminer d'une manière claire l'importance relative, les positions relatives des tablettes et des messages nouvelles, c'est-à-dire de textes qui peut-être n'étaient pas figés dans une tablette d'argile, peut-être des textes oraux, peut-être des textes oraux qui étaient à la base d'une notation dure dans un support comme l'argile. Et je vous souvenez peut-être qu'auparavant j'ai discuté la question du syllabogramme roux 12 qui n'est pas utilisé, il semble, en Mésopotamie, mais que les scribes de Blas ont utilisé à partir d'un texte oral, probablement la simple mention d'un homme étranger qui avait la syllabe roux et qui était donc textualisé avec roux 12 et pas avec roux 1. Passons maintenant aux personnes qui, selon cette documentation de Blas, ont été professionnellement impliquées dans la textualisation des faits et croyances. Avant de rendre compte de données textuelles directes, je peux dire qu'il s'agit toujours d'hommes. À ma connaissance, il n'y a pas à Ebla Presargonique de femmes scribes et il n'y a pas une correspondance cuneiforme féminine. Comme au contraire on le constate pour des périodes successives. La distance chronologique avec Enheduanna, une femme bien connue, est de toute façon minime. Et quoi que l'on pense de la fille de Sargon d'Akkad, je ne me sens pas en mesure d'exclure a priori que de nouvelles données puissent changer la situation. Mais pour l'instant, l'écriture à Ebla semble avoir été limitée aux hommes. Positivement, cet enregistrement ici, dans un normal texte administratif, montre la participation active d'une femme de rang très élevé, elle était la mère du roi, dans les processus de transmission d'une information, une information cruciale dans ce cas, car, à mon avis, il s'agit de la fertilité de sa belle-fille, la nouvelle et dernière reine d'Ebla Presargonique. Il y a d'autres interprétations. Je préfère une interprétation liée à la fertilité de la jeune fille. Mais c'est sûr qu'on a textualisé dans cette manière, dans un texte administratif, dans un texte qui n'avait aucun intérêt à reproduire d'une manière précise la réalité qui était à textualiser. Mais on a textualisé le fait que quelqu'un a amené une nouvelle, un message à propos d'un autre texte, un omen, le résultat d'une procédure divinatoire, et qui est arrivé aux oreilles de cette femme, évidemment dans une situation pas politique, parce que c'est une affaire interne, bon, même politique également, mais en tout cas dans une situation cruciale, parce qu'on parle du niveau plus élevé de l'élite de Blas. Je connais, et maintenant il y a des diapositives un peu pleines de données, mais je connais 70 attestations pertinentes de termes, de noms de professions que nous avons discutés dans les colophones de liste, donc dans un petit domaine. Ici, je fais référence au texte de la pratique, donc dans une quantité de tablettes beaucoup plus large, milliers de tablettes. Ces 70 attestations font référence aux deux groupes d'hommes, 1 et 2,
que j'ai tabulés ici. À gauche, il y a les noms personnels des 14 scribes dont on a des renseignements dans les textes de la pratique. Et à droite, les noms d'autres scribes qui, en majorité, c'est en blanc, ne sont pas des Héblaïtes, mais plutôt des Mésopotamiens. Alors, je ne discuterai pas ce dernier groupe, les Blancs, les Mésopotamiens en blanc ici, les étrangers, dans lesquels probablement 3 Dubzuzu, instructeurs, Abu Malik, Boudabat et Ipturisha, peuvent être isolés parce qu'ils avaient peut-être vécu avant la période proche de la destruction finale du palais G, quand les tablettes que nous avons ont été produites. Donc peut-être ces 3 hommes héblaïtes en jaune sont des ancêtres, des gens qui appartiennent à des générations précédentes. Plutôt, je tiens à prononcer les noms des 14 scribes. Et la prononciation des noms est importante. À cette distance, nous connaissons qui a fait les tablettes. Et donc, il s'agit de M. Aboukura, M. Aterni, Azi, Abne, Arshum, Baza, Damdaïl, Ikshupu, Ilsibed, Bel, Ipkourni, Ir-Iba, Nami, Rutsi Malik, ou Malku, et Tiraïl. Quelques informations relatives à cet homme sont significatives. Elles sont entre parenthèses, sont des renseignements qui viennent des textes de la pratique. On voit que beaucoup d'entre eux ont voyagé ou dans les royaumes sont entrés en contact avec des étrangers qui parlaient des idiomes souvent très différents. 4 scribes ont voyagé vers l'est, le long de l'Euphrate, à Emar et Mari, ou jusqu'au les Chabour et les Tigres à Nagar et à Hamazi. 2 ont eu des contacts avec le royaume anatolique, en tout cas du nord, Ibuib et Armi. C'est là. Un est mentionné en relation avec Carchemish, qui à l'époque n'était pas un royaume, mais il était déjà un site très important car il contrôlait un gué stratégique sur l'Euphrate. Quant aux scribes qui semblent avoir eu une activité plus locale au sein du royaume héblaïte, il est intéressant de noter que 3 d'entre eux sont mentionnés en relation opérationnelle avec 2 membres de la famille de l'élite des Blas présargonique qui n'étaient dépassés que par la famille royale, à laquelle d'ailleurs cette famille était étroitement liée. Je me réfère à Ibidzikir et à Dubuhuada, son fils. Le rôle de ministre pour Ibidzikir, qui a été répété sans cesse, à mon avis, ne repose sur aucune donnée textuelle contraignante. Mais c'est sûr que les pères Ibidzikir et les fils de Dubuhuada ont joué un rôle central, très important dans les dernières années avant la destruction du palais G. Ce dernier donné, à propos de Ibidzikir et de Dubuhuada et des scribes liés à ces hommes, sont intéressantes car nous voyons 2 scribes agir en tant que huissiers de justice. Alors, c'est où? C'est Mashkim. Nami et Ilsibad, en couple dans une tablette, ils sont rapportés avoir joué le rôle de Mashkim. Je crois que huissier de justice est peut-être correct, c'est un peu ancien peut-être dans votre langue et dans ma langue aussi, mais c'est quelqu'un qui avait une fonction évidemment très importante. Il y a beaucoup de renseignements sur le Mashkim de Blas.
Et en plus, cet homme-là, Abné, certainement, il appartenait à la maison de Dubuhuad. Donc, on a une information sûre sur le fait que les scribes n'étaient pas à Ebla seulement au service du roi, mais qu'il y avait des scribes qui travaillaient pour d'autres hommes appartenant à l'élite. Au fond, presque tout, pas tout, mais presque tout ce nom font référence aux dernières années des vies des archives cunéiformes d'Ebla et pendant le règne du dernier roi, Ishardamo. Donc, on a et cet homme-là, probablement, il a travaillé pour les rois précédents, Irkab-Damo. Donc, on peut dire que 4 administrations sont documentées. 2 rois, Irkab-Damo et Ishardamo, ont eu leurs scribes, dont les noms sont conservés, et Ibizikir et son fils Dubuhuad ont eu probablement les mêmes serviteurs, les mêmes fonctionnaires. Et c'est intéressant ce point-là de M. Abné parce que nous avons les lettres écrites par Dubuhuad à son père Ibizikir et à son roi Ishardamo. Donc peut-être on a les noms de quelqu'un qui a écrit des tablettes que nous pouvons lire et interpréter. Plus en général, et vous voyez ici la comparaison que je vais faire, un nombre aussi faible de scribes héblaïtes, une quinzaine, contraste fortement avec ce que nous savons de la Mésopotamie, du moins d'une Mésopotamie comparable, comme celle, un peu plus ancienne, c'est vrai, des Chouroupak, de la ville de Chouroupak à Farah, dont les textes font état d'une centaine de scribes. Et ça, c'est un fait. Alors, je ne suis pas sûr que nous avons la liste complète des scribes d'Ebla. C'est possible que quelques noms ne soient pas arrivés à nous. En tout cas, pour l'instant, si on veut être précis, il faut dire que nous connaissons autour de 15 scribes d'Ebla, ce qui n'est pas grand-chose. Mais ça, ce n'est pas tout. Dans les textes présargoniques d'Ebla, d'autres attestations des scribes complètent le tableau de manière significative. Je commenterai brièvement ces données de Ba'ano. Un texte mathématique témoigne des contacts avec l'école scribale de Kish, un texte mathématique trouvé à Ebla. Et ce texte nous donne probablement les noms sémitiques d'un des scribes de Kish, Ishmaïl. Les autres attestations concernent des scribes anonymes. 1, 2, 3. Il n'y a pas les noms propres. 3 jeunes scribes de Chashouan, dans 2 textes différents, sont mentionnés. Chashouan était un royaume dont on ne connaît pas la localisation précise, mais c'est sûr qu'il était au nord d'Ebla et probablement dans la région de Gaziantep, donc aujourd'hui dans le sud de la Turquie. Ces 3 jeunes scribes ont visité les royaumes d'Ebla. La raison pour cette visite n'est pas donnée, parce que le texte est intéressé au tissu, à des choses différentes, aux biens matériaux, pas à l'histoire derrière cette visite. D'ailleurs, c'est une information très précieuse, car elle montre la diffusion du cunéiforme vers la Manus et les Taurus, les montagnes au nord, peu après les milieux du 3e millénaire avant notre ère. Ici, on voit un scribe en chef, un Dubsar Mach, certainement originaire de Mari, et on le sait ça en étudiant le contexte général de cette tablette-là. Et nous voyons que ce scribe en chef a également visité Ebla. Les relations avec Marie sont cruciales pour la reconstruction de l'histoire d'Ebla et, à mon avis, et je ne suis pas le seul,
les moments de partenariat cordial étaient la norme. Enfin, ici, il y a une annotation qui est devenue un peu célèbre dans la sérologie, parce qu'on peut lire que 2 tablettes lexicales ont été écrites par M. Tirail, avec M. Ibn Richard derrière Tirail, dans une situation, je répète, chronologiquement difficile à comprendre. Mais Tirail a écrit ces 2 tablettes et il a noté l'occasion quand les jeunes scribes d'Ebla, en remontant l'Euphrate, d'un aval en amont, ils sont rentrés à Ebla en provenant de Marie. Donc il y a aussi des notations de scribes anonymes. On ne connaît pas les noms des 3 jeunes scribes de Chashouan. Je discute maintenant les scribes éblaïtes, Asi et Damdaïl, qu'on a vus auparavant. Pour le faire, il est nécessaire d'aborder leurs attestations dans les 3 sources du rituel royaux d'Ebla, qui est une source textuelle historique très longue et complexe, formidable, sans comparaison, dont vous voyez ici les copies cunéiformes. Le texte numéro 1, la source A, et vous voyez la complexité de la tablette. Le texte numéro 2, la source B, et le petit texte numéro 3, qui est une source qui présente une sélection de données fournies par la source B. Et donc, cette tablette fait partie du processus de formation du texte B. Alors, ici, vous voyez la portion textuelle parallèle où Asi et Damdaïl sont mentionnés dans les 3 sources. Et j'ai utilisé les blancs, les noirs et les rouges pour différencier les différentes sections administratives. Chaque section commence avec une quantité de tissus, tout deux. Donc on peut, au niveau administratif, le texte est assez facile. Le point, c'est de comprendre pourquoi il y a cette longue liste de 14 individus qui sont mentionnés dans un moment précis du rituel d'Ebla, le rituel royaux, quand les nouveaux rois et la nouvelle reine quittent Ebla pour faire un voyage qui dure quelques jours pour aller dans un endroit qui s'appelle Binash, dont la localisation est inconnue. Et on sait d'ailleurs que Binash était très important au niveau religieux. Donc, c'est un voyage certainement motivé par des questions religieuses qui arrivent juste après ce qui pour moi est le centre du rituel, les mariages du nouveau roi et de la nouvelle reine. Donc, ce groupe de 14 personnes est... on peut faire une distinction entre 13 hommes et une femme. La dernière personne est une femme, dont le nom propre n'est pas donné. Et très souvent, les noms propres de cet homme ne sont pas donnés. Par exemple, ici, il y a des tissus pour quelqu'un qui vient de la ville d'Arugu. Ou ici, il y a des tissus pour quelqu'un qui est Naibu Anzam. C'est une fonction. Quelquefois, il y a les noms propres. Basalu, le fils de Irda Malik, donc quelqu'un nommé à partir du père, ce qui n'étonne pas complètement, mais c'est remarquable, et Asi et Damdaïl. Et vous voyez qu'il n'y a pas ici Dubsar, ou Dubmoussar, ou Dubzouz, ou quelque chose qui puisse explicitement nous dire que Asi et Damdaïl sont des scribes. Mais, de manière convaincante, ceux qui ont
publié ces rituels, il y a une trentaine d'années, ont immédiatement identifié Asi et Damdaïl, ici non qualifiés de scribes, respectivement comme les Dub Mussar et Lumia, ou Dub Zuzu, de ce nom qui sont attestés dans les colophons que j'ai déjà montrés. Cependant, je ne peux pas être d'accord avec ce qui a été écrit plus récemment à ce sujet, quelques remarques particulières. Ce n'est pas tant à cause d'inexactitudes sur la relation hiérarchique et fonctionnelle entre Asi et Damdaïl, ni à cause d'identification improbable, à mon avis, de cet homme en nullum comme un troisième scribe. Je me trouve plutôt en désaccord sur la distance temporelle entre les rituels A et les rituels B, parce qu'on a été soutenu que cette distance est à peu près de 20 années, tandis que pour d'autres collègues, cette distance ne peut pas être calculée avec certitude. Tout ça touche un point crucial pour reconstruire la chronologie interne des textes de Blas, un sujet historique central qui, à mon avis, n'a pas encore été compris et que j'espère de toucher la semaine prochaine dans mon dernier cours. Ce diagramme, quelque peu complexe, montre les correspondances prosopographiques dans les trois sources. Il s'avère que nous connaissons les noms personnels de 5 hommes sur 13. Les hommes sont 13, il y a une femme 14. Et que 4 de ces 5 noms personnels sont les mêmes dans la source la plus ancienne et dans les 2 plus récentes. Et on peut montrer ici, c'est un travail de prosopographie, mais assez facile à faire. Il a été fait au moment de la publication. Il y a quelque chose de bizarre. Par exemple, l'homme d'Arugu n'est pas enregistré dans la dernière la source 3, la petite source, pour des raisons à nous inconnues. Et il y a Amazaou, cet homme, qui est le premier dans la liste, donc probablement il était le plus important. Très souvent, les tablettes de Blas adoptent s'il y a une liste à faire, adoptent des règles assez strictes pour mettre en ordre les noms propres et on peut voir, encore une fois, une tendance hiérarchique et haut rang élevé, et en bas, rang moins élevé, et quelquefois centre, périphérie. Donc un mélange de verticalité et de géométrie plus large. Mais en tout cas, cet homme-là n'est pas attesté dans la liste suivante, il a été remplacé par Ennani, mais tous les autres sont les mêmes. Donc, je ne sais pas, dans une situation proche-orient ancienne, 20 années passent entre un texte et l'autre. Le texte est le même, le rituel est absolument le même, parallèle dans la textualisation et probablement parallèle dans la réalité, complètement répété. Et j'ai du mal à accepter que dans 20 années, 13 personnes sont restées les mêmes. La vie était courte, il y avait constamment des changements. Même si quelqu'un n'est pas mort, il y a constamment des déplacements, des bouleversements, et accepter l'idée que la société, ces segments de la société est resté égal pour 20 années, et on a répété après 20 ans avec les mêmes gens la même chose, pour moi, c'est un peu, statistiquement, c'est pas probable. Alors, quant au rôle qui n'est pas précisé de 2 scribes, Asi et Damdaïl, dans ce rituel, il faut noter un fait, à côté de tout ça, de la prosopographie, de la discussion de l'importance des scribes, il y a à côté de ça un fait qui, pour moi, est surprenant. Il a été noté, ce n'est pas moi que je le remarque aujourd'hui, il a déjà été noté. Nous avons 5 graphies sémitiques
dans ce rituel, avec un au début. Vous voyez, tous les graphies commencent avec la lettre 1 dans notre transcription moderne, translittération moderne, qui peuvent et ont été interprétées comme des formes de la première personne du pluriel commun. Nous, on. Nous, quelque chose, on. Et c'est très... et ça, c'est indépendamment de notre compréhension. Et je me demande si cette situation, dans un texte rituel, il y a 5 fois, et peut-être plus, parce que peut-être quelques sumérogrammes peuvent être interprétés comme premier commun plural. Il y a assez souvent, nous faisons ça. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui me surprend et dont je pense qu'il faut un jour être plus attentif parce que je ne connais pas trop de parallèles et je me demande si ça serait-il une signature implicite de Asi et d'Amdaïl, deux scribes qui ensemble ont fait ces voyages et qui ont, et ça c'est difficile à dire, qui ont noté les deux textes. Il y a des problèmes parce qu'on a vu précédemment qu'il y a des différences paléographiques entre les deux rituels, les deux tablettes. Donc, probablement, on ne peut pas dire qu'Asi et d'Amdaïl ont fait les deux tablettes. Il était présent aux événements enregistrés dans les tablettes, ça semble sûr, mais peut-être il y avait un troisième scribe ou une autre configuration que je n'arrive pas encore à comprendre. Il faut absolument étudier avec une paléographie fine la situation des sources. Après tous ces détails philologiques, je sais maintenant, alors que j'entame la dernière partie de mon cours ici au Collège de France, de passer à des sujets et des problèmes plus généraux. La langue d'Ebla a bien sûr été un objet d'étude dès les premières découvertes et la communauté scientifique, malheureusement, n'offre pas de solutions consensuelles sur l'existence ou non d'une langue éblaïte au sein de la famille sémitique. Et je parle d'aujourd'hui. Il y a encore un débat. Ça fait 50 ans de débat. Cependant, je suis intéressé ici par cette discussion car elle utilise la notion koiné mixte, du type de celle que l'on retrouve plus tard dans les textes d'Amarna. Ça, c'est une bonne indication parce qu'à partir des indications comme ça, on peut enlever Ebla de son isolement et de la mettre dans un débat plus large qui puisse inclure d'autres régions, d'autres périodes et d'autres textes. Mais ça fait partie de la partie pessimiste de ma présentation. Sur un autre plan, il y a une vingtaine d'années, un grand historien a écrit quelque chose que je trouve aujourd'hui assez convaincant. Itamar Singer a écrit un autre développement important dans l'histoire culturelle du Proche-Orient ancien est la perception croissante d'un oïkumène occidental couvrant l'Asie mineure, la Syrie et la Palestine. Un croissant levantin de culture sèche. Ça, c'est une traduction qui ne va, mais il écrit Dry Farming Levantine Crescent. Pour ainsi dire, qui se distingue à divers égards de l'unité culturelle mésopotamienne, bien qu'il ait été profondément influencé par cette dernière. La découverte historique des archives d'Ebla et les progrès considérables des études Mariotte au cours de la dernière génération ont considérablement amélioré notre compréhension des fondements vieux syriens et amorites de cette unité culturelle occidentale,
qui a eu une influence décisive sur les premières cultures anatoliennes. Et vous voyez que Singer fait une distinction entre Old Syrian et Amorite, et Ebla devrait être ici Old Syrian, non Amorite. Et j'espère encore de discuter un peu ça la prochaine fois, mais je trouve que dans très peu de mots, il a dit une chose excellente. En fait, à mon avis, il faut revenir à la conscience que la position géographique est fondamentale pour comprendre Ebla, et peut-être surtout Ebla présargonique. Ebla amorite, naturellement, c'est important, mais la géographie pour Ebla présargonique, pré-amorite, est peut-être encore plus fondamentale. Ceci dans la perspective, déterminée entre autres par la diffusion du cunéiforme au milieu du troisième millénaire, de ce que j'appellerais un Levant élargi. Un Levant qui s'étendant de Kultepe à la mer Rouge, de la Cilicie à Carchemish et Emar, et jusqu'aux oasis méridionales dont Taïma est la plus célèbre. Donc, Kultepe, la Cilicie, l'Euphrate syrienne de Carchemish à Emar, plus ou moins, Ebla ici, la côte, le Levant méridien sud et la région des oasis dans l'Arabie du nord-ouest. L'écriture cunéiforme était pratiquée de manière intensive dans la vaste région, non seulement euphratique, mais aussi plus septentrionale, entre Hamazi et Naga et Haran, s'étendant de Kish à Ebla. Alors, l'Euphrate est ici, mais le cunéiforme était pratiqué aussi au nord de l'Euphrate. Haran est quelque part ici. Et Kish et Ebla, qui étaient séparés par une distance de 800 km à vol d'oiseau, plus naturellement par route. Et il était relié par des routes en territoire plat qui ne sont pas difficiles au fond à emprunter. Plus au nord, les longues des routes qui passaient par la lettrée Hachouan, quelque part ici. On a la preuve qu'ici les cunéiformes étaient pratiqués. Et des routes qui passaient pour la puissante armée, un grand problème sur lequel je reviendrai la semaine prochaine. De nouvelles découvertes au nord de Ebla, de nouvelles découvertes archéologiques à Kultepe, récentes, et sur d'autres sites anatoliens ont ouvert récemment la voie à la possibilité d'avoir de nouvelles données textuelles, espérons-le dans un avenir pas trop lointain, anatoliennes, d'une tablette, je parle de la possibilité d'avoir des tablettes à Kultepe, okay, et qui permettront, on peut l'espérer, de mieux expliquer des aspects cruciaux des premières phases du commerce à longue distance. Ebla et ce que l'on appellera plus tard Kanesh ou Nesha ne sont séparés que par 350 km plus ou moins à vol d'oiseau. Certes, ce sont des kilomètres beaucoup plus difficiles à parcourir en raison des hautes montagnes, mais quand même par des routes que étaient, il faut l'avouer, certainement praticables avec les technologies de l'époque. La grande découverte due à Van Nabiga, confirmée par Piotr Steinkeller, que Dugurashu indique l'Égypte dans les textes héblaïtes, a des conséquences énormes. La distance à vol d'oiseau entre Ebla et Memphis est un peu plus de 800 km, donc comparable à celle entre Ebla et Kish, mais naturellement une route uniquement terrestre comportait beaucoup plus de kilomètres, peut-être plus de 1000.
Il s'agit d'une distance abordable quand même, qu'implique un voyage qui traversait tout le Levant sud, Levant du sud. Et à mon avis, on a des raisons de supposer que des voyageurs provenant d'Ebla, avant de voir apparaître l'écriture égyptienne, plus ou moins à partir d'ici, ces voyageurs, quand ils étaient dans cette région-là, passaient pour d'autres régions littrées, mais en cuneiforme. Donc, comme je pense que, comme c'est sûr que les cunéiformes arrivaient ici, et on peut espérer qu'on trouvera des choses ici, les cunéiformes à la moitié du troisième millénaire, un cunéiforme bien attesté ici, je pense que cette partie-là, qui est la route terrestre pour arriver à Memphis, voyait des palais, de familles d'élite qui, pour des raisons locaux, pas nécessairement pour une très grande correspondance internationale comme à l'époque de Marie ou d'Amarna, mais qui avaient pratiqué les cunéiformes. Et la prochaine fois, je donnerai quelques éléments pour mieux déterminer ça. Ouais, ça c'est fait. Et donc j'aborderai la prochaine fois la question du Levant du Sud dans le texte de Blas, quelque chose qui me conduira aussi à entrevoir les oasis de l'Arabie nord-occidentale, Taïma étant distante de Blas qu'un peu plus de 900 km à vol d'oiseau. Donc, vous voyez au fond quels sont les 5 points de repère autour de Blas, Kish est sûr, les autres moins, mais il faut arriver à inclure Kültepe, Memphis et Taïma. Et la communauté scientifique est d'accord sur Kish seulement. Donc il y a encore un grand débat à faire entre nous pour trouver de bonnes solutions aux problèmes qui nous avons encore aujourd'hui. Et je termine avec cette diapo. Je vais parler des tablettes d'argile trouvées dans une région complètement différente, d'une manière imprévue. Parce que les tablettes cunéiformes d'Ebla, pré-sargoniques, sont, à ma connaissance, dans le temps et dans l'espace, les objets plus proches, les objets comparables plus proches à cette extraordinaire trouvaille qui a été faite ici par les Français en Égypte. Je me réfère aux tablettes administratives d'argile inscrites en hiéroglyphique hiératique fouillées à Balat Ain Asil dans l'oasis de Dakhla du désert occidental et qui sont datables à quelque peu avant 2175. Donc, un peu après Ebla, et alors je ne pense pas du tout à une relation génétique directe, non, mais je pense qu'il faudra inclure dans les prochaines discussions aussi cette trouvaille parce que c'est surprenant de voir l'argile utilisée comme support pour une écriture qui en effet n'est pas du cunéiforme, mais dans des textes administratifs avec des chiffres et des quantités notées. Et je répète, Ebla est l'endroit le plus proche actuellement aux tablettes de Dakhla. Et alors, je termine aujourd'hui ici. J'ai parlé des choses, j'ai parlé d'une manière pessimiste au début, et je continue à dire qu'on a une quantité énorme encore de problèmes à résoudre. Et c'est pour ça que je suis optimiste. Parce que quelqu'un, dans le futur, certainement se mettra à résoudre le problème. Donc,
Il s'agit d'une documentation qui est certainement formidable, qui n'a pas terminé de nous donner des renseignements structurels sur les Proche-Orient ancien, même si c'est une documentation petite, périphérique, donc périphérique, mais périphérique, peut-être pas trop périphérique, parce que si vous voyez, on est au centre de quelque chose, pas à la périphérie, hein, on est au centre. Les gens qui font la Mésopotamie sont naturellement ont de très bonnes raisons pour nous dire qu'il faut aller là pour trouver les textes. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, la périphérie est là, hein, pas ici. Et le problème, j'ai essayé de vous montrer le mélange difficile à débrouiller, des problèmes ponctuels philologiques, des problèmes d'outils de travail, des problèmes de compréhension des structures de base qu'il faut mettre au fait pour ne pas donner l'impression que bla était blablabla plutôt que blibli. Il faut encore discuter sur l'interprétation générale de cette documentation petite, mais pour l'instant extraordinaire et probablement dans les prochains futurs, je crois, moins isolée qu'aujourd'hui. Et cette affaire de la difficulté de faire des comparaisons avec d'autres documentations est la source principale des problèmes que nous avons. Les gens qui font les paléo-babyloniens, les bronzes tardifs, les premiers millénaires, on peut jouer avec des documentations proches qui enrichissent chaque fois l'autre documentation. Et ici, on a du mal à jouer avec d'autres textes. Et il faut continuer pour l'instant à faire des recherches internes en attendant une nouvelle choc, comme le choc causé en 1975 par les trouvailles que j'ai discutées au début de mes cours. Et je crois pour aujourd'hui l'avoir terminé. Merci.